Bien, bonjour à toutes et à toutes, bienvenue sur Alternante FM 98.1 Nantes, 91 du côté de Saint-Nazaire. Et on se retrouve pour une mission spéciale Russie, comme tous les ans, pour nous parler du festival russe dans le cadre du festival Universiné, qui aura lieu du 4 au 10 février au cinéma 14A, comme d'habitude également. Et pour en parler, je suis avec Micha Milliard, que nos auditeurs connaissent bien. Bonjour Micha. Bonjour, c'est Macha, mais c'est pas très Macha, je dis Micha. Micha, c'est un prénom masculin. masculin. Donc Macha, effectivement, je sais bien, une femme. Et Macha, d'ailleurs, ce prénom peut-être assez russe, parce que je fais allusion, parce qu'il y a Masha Merrill, dont on parlera durant l'émission, qui était également d'origine russe. Alors Macha, c'est l'équivalent de Michel, non ? Non, de Maria, c'est le diminutif. En réalité, en russe, ce n'est pas un prénom, mais un diminutif, le diminutif de Maria. Voilà. Bien, voilà, on apprend toujours plein de choses dans cette émission. Alors, donc, du 4 au 10 février, avec pas mal de films, comme d'habitude, des films tout à fait nouveaux, et même dans les films qui ne sont pas dans la compétition des films récents. Et dans l'édito, vous dites deux axes qui parfois se recoupent, effectivement, en regardant la synopsis des films. C'est ce qu'on voit. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu, Macha ? Oui, on a remarqué, c'était pas une volonté qui a précédé la sélection, mais on a remarqué avec les films sélectionnés que deux axes, effectivement, se distinguaient particulièrement. On a beaucoup de films qui s'intéressent au passé, et surtout au passé soviétique du pays, et aussi d'autres films qui sont sur l'intimité, le couple, le corps, etc. Donc deux axes qui se dégagent cette année. Autre nouveauté cette année, avant de rentrer un petit peu dans les films eux-mêmes et ce dont ils parlent, et peut-être après ouvrir sur peut-être ce qui peut se passer dans la société russe ou ce qui s'est passé, etc., à travers les films. Cette année, une petite nouveauté, vous avez travaillé avec un festival, c'est pour ça que je parlais de Masha Merrill, un festival à Paris. Oui, on est partenaire d'un festival parisien. Il y a deux grands festivals à Paris, Regarde Russie et Quand les Russes. Là, c'est le festival Quand les Russes qui nous propose des films de sa sélection de sa dernière édition et des invités qui vont venir aussi grâce à eux. La marraine de ce festival, c'est Masha Merrill, effectivement, qui était venue déjà il y a 2 ans à Nantes pour un week-end où on les avait invités. Et cette année, ils vont nous proposer un des films en compétition, qui est Le Signe de Cristal, et un autre film contemporain qui s'appelle Les Van Gogh, ainsi que des films de patrimoine, puisqu'ils s'intéressent beaucoup au patrimoine russe cinématographique, et venir avec des invités. Daria Jouk, qui est la jeune réalisatrice biélorusse et américaine du Signe de Cristal. Et on a annoncé dans le programme Sergueï Livniev, mais le réalisateur des Van Gogh, malheureusement, il ne pourra pas être là, il a eu un empêchement de dernière minute. Mais peut-être que Claudie Aignoret viendra avec l'équipe de ce festival. Elle n'est pas dans le cinéma, mais elle connaît bien la Russie, la spationaute française. Donc peut-être viendra-t-elle à Nantes à l'occasion de ce partenariat. On pourrait peut-être parler du film Soviet, je ne sais plus combien, qui avait été présenté l'année dernière, qui avait fait grosse impression. Et ça la concerne, c'était dans l'espace, là. Tout à fait. C'était il y a 2 ans. Et d'ailleurs, on va recevoir de nouveau le réalisateur de ce film avec son nouveau film, c'est Klim Shipenko, avec un de ses tout nouveaux films qui s'appelle en français Texto, et qui est un film qui sera notre film de clôture, donc le dimanche soir, et qui est vraiment avec un scénario très prenant, très efficace, de jeunes acteurs très populaires en Russie, et un film très réussi, populaire comme sait le faire, et de qualité comme sait les faire Klim Shipenko. Alors, puisqu'on parle de ce film-là, pour pas revenir sur ce film-là, Texto, on voit bien de quoi ça parle. Texto, on est vraiment cette fois-ci, on n'est pas dans le passé, on est vraiment dans l'actualité pure, quelque chose d'assez universel. Comment effectivement on peut être pris par cet outil qui peut être un très bel outil, mais aussi très
qui prend beaucoup sur l'attention, sur l'attention, sur notre temps, que sont le smartphone avec ces textos. Et peut-être, effectivement, on voit bien que tout ce que peut amener en termes peut-être d'originalité, si pour peu qu'on a quelqu'un qui sait bien faire un scénario à partir des textos. Alors, vous pouvez nous dire un petit peu plus quand même sur ce film pour donner envie. Donc, ce sera le 10 février qui sera projeté. Donc, de quoi parle vraiment ce film-là? Ouais, alors faut pas que j'en dise trop parce que la On va sortie pas spoiler. voilà, c'est ça, a un rôle important. Je vous disais que le scénario est particulièrement réussi et il est écrit par... c'est une adaptation littéraire, une adaptation cinématographique d'un roman de Glouchowski qui a écrit Métro 2033, un livre qui a eu un certain succès lui aussi, et qui montre effectivement tout ce qu'un téléphone portable, par exemple, peut contenir sur nous, parce que c'est pas un double de notre âme, et tout ce que ça permet de faire lorsqu'on entre en possession du téléphone de quelqu'un d'autre, l'ouverture que ça donne sur le... Possession, on verra si est-ce que c'est... On va vers une possession, parce que quand on me dit possession, je pense tout de suite film fantastique, etc. C'est vrai qu'on peut tout de suite pas mal délirer sur cette idée-là. Alors, pour revenir sur Quand les Russes, donc le partenariat avec Quand les Russes, est-ce qu'effectivement un partenariat avec un autre festival qui est peut-être plus d'entrée dans les ambassades ou peut-être plus de liens, je sais pas. Est-ce que c'est quelque chose qui vous facilite un petit peu la tâche pour à la fois avoir un certain nombre de films ou voir effectivement ces invités? Oui, ben, c'est leur contribution justement de nous apporter et des films et des invités. Quand on est à Paris, dans le domaine culturel, il est beaucoup plus facile d'avoir des sponsors, des personnalités qui accompagnent les manifestations. Donc c'est surtout ça leur force, c'est d'avoir énormément de contacts en France, en Russie, et par exemple, un des organisateurs de ce festival, Marc Ruscar, qui sera à Nantes, est ami avec le directeur de Mosfilm. Enfin, ils ont des contacts très, très étroits. Et oui, ça nous facilite la venue de certaines personnalités. Je dis ça parce qu'effectivement, on voit que dans certains festivals, c'est moins facile que dans d'autres. Alors peut-être que la Russie, c'est plus facile, mais on pense au Festival des Trois Continents pour faire venir parfois certaines personnes. Les visas, c'est pas toujours facile à obtenir en France. Enfin bon, voilà déjà quelques pistes sur le festival. Alors donc, comme d'habitude, il y a six films qui sont présentés, 4 qui sont en compétition. Oui. Alors là, on peut en parler un petit peu, les 4 qui sont en compétition. Il y a des films qui sont vraiment tout à fait différents. Alors, on commence par quoi? J'ai déjà dit un mot du Cygne de cristal, d'une jeune réalisatrice, Daria Jouk, qui est d'origine biélorusse. Il y a dans ces films en compétition cette année quand même un point commun. Il y a 2 films dont l'action se passe dans les années 90, qui sont... C'est intéressant d'ailleurs. Vous savez que la particularité de notre compétition, c'est que ce sont des premiers films, parfois des seconds films. Là, ce sont des premiers films, donc de jeunes réalisateurs. Et je trouve tout à fait intéressant que les jeunes réalisateurs s'intéressent particulièrement aux années 90 du XXe siècle. On avait eu le cas déjà l'an passé avec Un bon chat, bon rat, qui est sorti finalement en France sous le nom de Folle nuit russe, qui s'intéressait aussi à ces années noires pour la population. Peut-être que ces jeunes réalisateurs ont été élevés avec le film culte Brat, le frère de Balabanov, et que ça les a marqués, qui est un film qui est encore très connu aujourd'hui et et puis c'est leur enfance aussi, donc ça les a marqués et ils s'y intéressent visiblement. Donc le deuxième film qui se passe dans les années... Pour reprendre sur le Cygne de cristal, c'est aussi un sujet qui est assez universel, puisqu'on y parle d'immigration finalement, de volonté d'immigration, et puis on ne trouve pas forcément ce qu'on pensait trouver quand on y arrive. Donc c'est assez universel. Là, c'est des Russes qui se déplacent. Aujourd'hui, il y a d'autres immigrants, mais là, on voit qu'il y a aussi cette immigration qui a existé. Oui. Alors là, on est en Biélorussie, mais la situation était la même en Russie. Et la jeune fille, personnage principal du film, elle cherche pour l'instant à quitter son pays, puisqu'elle est fan, elle est DJ, elle est fan de house music et elle voudrait partir aux États-Unis, qui est la patrie de cette musique et qui la fait rêver.
Mais c'est un petit peu compliqué parce qu'elle a rempli ses papiers pour l'ambassade américaine de façon, enfin, en mettant un faux numéro de téléphone par exemple, et elle doit attendre un coup de téléphone sur ce numéro, donc ça va la conduire dans des situations assez cocasses et dans la Biélorussie profonde. Donc ça c'est le signe de cristal, film donc biélorusse. Il y aura donc la réalisatrice qui devrait être présente. Hein. Oui, la réalisatrice et un des acteurs masculins, parce qu'il joue aussi dans d'autres films, d'ailleurs dans Le Taureau, qui est l'autre film dont l'action se passe dans les années 90. Alors donc, le Taureau, justement. Le Taureau, oui, avec pour acteur principal Yuri Borisov, qui est vraiment un jeune acteur qui monte. Un film assez noir, assez violent, mais en même temps avec beaucoup d'énergie et de dynamisme. Toujours dans les années 90, là dans des milieux un peu plus de malfaiteurs que dans le film précédent. Et la particularité, sans doute, c'est un premier film et le réalisateur est un danseur à l'origine. Il a dansé dans le corps de ballet du Bolchoï notamment, et c'est sa première réalisation, et sans doute que ça contribue à donner cette énergie, ce mouvement à son film. C'est un film très fort, et par sa musique, et par ses images, et dont on recevra donc l'acteur principal, Yuri Borisov. Oui, la musique, vous mettez dans le programme une bande originale et décapante. Oui, il y a de la musique des années 90, justement de la pop russe, mais aussi du punk. Enfin, c'est une musique décapante. Je suis sûre qu'on va nous demander des titres, des références après la diffusion de ce film. Est-ce que vous en avez apporté une musique là ou pas ? On peut, oui. Donc on va peut-être passer à un morceau du film Le Taureau, film du réalisateur Boris Akopov. Баррикады, сверху переправа 34 неба, 8 дней землю самолеты к бою, летчики не дремлют. Солнечная окошко, пристав подоконник, красные глаза, зеленый круговодник, очень больной, широкие удары, спереди медсестры, сзади санитары. Черная голова, намыленные пятни, неказанные, переполненные морги, кишечные стены, слепые кассеты, концертные герои, плеванные зубы, дымные геморрои, ломаные пальцы, концертные оркестки, смертельные дозы, вкусные таблетки. C'était un extrait de la bande originale du film Taureau. Vous avez vu que ça déménage effectivement. Donc on va revenir donc aux films qui sont en compétition. Donc, là donc on avait vu les deux films des années 90 justement, et là deux autres films qui sont complètement différents, dont un on est beaucoup plus dans l'intime du coup, ou du moins ça creuse que pourrait être une soi-disant vie parfaite ou un couple parfait qui ne l'est peut-être pas. Voilà, c'est ça l'histoire. Le film s'appelle Divorçons d'Anna Parmas. Ça se passe aujourd'hui, l'histoire d'un couple
On le devine avec le titre pour lequel tout ne se passe pas de façon idéale, même si en apparence, avec leur pavillon, leurs enfants, ils ont tout pour être heureux. Un couple un petit peu atypique parce que c'est le mari qui est homme au foyer, et la femme qui est gynécologue et qui travaille beaucoup. Et c'est une comédie, bien sûr, comédie de mœurs, et qui va justement bouleverser un petit peu les rapports hommes-femmes, ce qui n'est pas si fréquent que ça dans le cinéma russe aujourd'hui. Donc on rit. Là aussi, on a de la musique tout à fait intéressante. L'actrice principale, c'est la fille de Nikita Mikhalkov, Anna Mikhalkov, que sans doute beaucoup connaissent déjà et qui est vraiment parfaite dans ce rôle. Et le rôle, c'est encore une Masha, encore une femme forte. Oui. Mais donc, c'est vrai que donc, on disait Masha, c'est effectivement un diminutif de Maria. Alors, on est en Bretagne. Marie, c'est aussi quand même un prénom qui a été souvent donné. Est-ce que finalement, c'est un prénom, on va faire un peu de sociétal, hein, est-ce que c'est un prénom qui est assez courant en Russie? C'était lié, malgré tout, c'est quand même un prénom très, très lié à la religion aussi. Oui, mais c'est un prénom qui est très donné depuis fort longtemps, qui ne se démode pas, un peu comme en France d'ailleurs, qui fait partie des prénoms donnés très régulièrement, comme on a Sacha, qui est le diminutif d'Alexandre pour les garçons, et qui est aussi très régulièrement donné. Effectivement, ce n'est pas un prénom d'origine nordique ou slave, on va plutôt chercher du côté de Byzance, mais un prénom très classique. Alors, le divorce, puisqu'on parle de divorce, c'est vrai que les pays de l'Est ont été souvent en avance sur un certain nombre de choses de rapport homme-femme pour la facilité du divorce, le travail des femmes avec des crèches qui ont été mises en place, etc. Est-ce que c'est quelque chose avec le retour du religieux un peu plus fort avec la religion orthodoxe qu'on voit un peu plus devant? Est-ce que il y a eu des reculs ou du moins le niveau religieux met son nez dans la société et pointe, hein, les gens ne devraient peut-être pas divorcer, ou est-ce qu'il n'y a pas eu de changement finalement là-dessus? Je n'ai pas l'impression qu'il y ait de changement vraiment manifeste de ce point de vue-là. J'ai pas les chiffres en tête, mais en Russie, on divorce toujours beaucoup, parce que souvent on se marie tôt pour avoir un logement, par exemple, ça aide. Et en conséquence, les divorces sont assez fréquents. Et le rapport homme-femme, là on parle effectivement d'un couple où c'est plutôt l'homme qui est au foyer, mais je pensais à une chose simplement, donc effectivement en France on voit la différence de paye globale entre un homme et une femme autour de 25%, et en Russie, est-ce que vous savez s'il y a cette différence ou pas, ou est-ce que justement l'héritage soviétique fait qu'il y a une égalité un peu plus forte? À vrai dire, je ne sais pas, et ça mériterait d'être creusé, je le ferai. Promis pour l'année prochaine. Voilà, donc pour l'année prochaine, on en saura un petit peu plus. Le quatrième film de la compétition, le sujet me paraissait être très intéressant parce que lorsqu'on vient de fêter malheureusement les 5 ans de l'attentat contre Charlie Hebdo, qui font de l'humour ravageur, caustique, qui ne peut ne pas plaire à quelques personnes, et le film là touche un petit peu le point des relations entre l'humoriste, celui qui va, là c'est un one-man show qu'il fait, et en fait l'environnement et puis peut-être le pouvoir. Et là ça se passe dans les années 80, mais enfin rien n'empêche d'y lire quelque chose sur la société russe contemporaine. Mais dans les années 80, où cet humoriste qui est choyé par le pouvoir, que les généraux du KGB font venir chez lui pour animer les soirées, et qui a un succès populaire public très important, étouffe en fait complètement dans cette cage dorée et a envie de dire des choses qu'il n'ose pas dire en même temps. Et donc le sujet est très très intéressant et n'a rien perdu de son actualité. Oui, c'est un film de Mikhail Idov donc on vous propose de découvrir avec la femme de l'humoriste, l'actrice qui joue la femme de l'humoriste, Alissa Khazanova, qui sera présente pour discuter du film avec le public. Est-ce que c'est basé sur des gens réels ou c'est complètement un scénario inventé? C'est inspiré d'une époque, mais pas d'un personnage réel. C'est ce qu'en dit le réalisateur, donc qui a cherché à faire de l'humour soviétique, des blagues soviétiques, à les reproduire dans son film, mais qui n'est pas inspiré d'un personnage en particulier.
Et c'est cet humour qu'il peut y avoir. Est-ce qu'il, vous qui vivez un petit peu du côté, qui connaissez un peu les deux côtés de la barrière, entre l'humour qu'on peut connaître en France et l'humour russe, est-ce qu'on ressent une différence dans la manière de faire l'humour, je dirais pratiquement indépendamment des sujets qui peuvent être traités? Oui, très certainement. Et d'ailleurs, là, c'est un cas particulier. C'est un humour qui est approuvé par le pouvoir. Ouais. Et d'ailleurs, le pouvoir soviétique tenait à avoir des humoristes en premier plan. Mais il y a souvent un humour qui n'est pas l'humour officiel, qui est l'humour de la population, qui peut être très noir, très absurde. Et même pendant la période qui est évoquée pendant le film, il y avait énormément de blagues politiques que l'humoriste du film ne se permettrait sûrement pas d'évoquer, mais que n'importe quel chauffeur de taxi, obligatoirement, vous racontait quand vous étiez dans son véhicule. Oui, comme dans tout pays où la parole n'était pas forcément totalement libre, on le voit, c'est là où des fois l'humour est encore le plus noir possible. Aujourd'hui, dans la société russe d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sujets que les humoristes ne peuvent pas aborder, ou est-ce que finalement, maintenant, grosso modo, ils peuvent tout aborder? J'imagine bien évidemment que les critiques des politiques, ça doit être pas toujours facile à passer, mais je dirais même des sujets sociétaux, je pensais à la religion ou d'autres choses. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qui sont sensibles ou pas, ou finalement, maintenant voilà, il y a une liberté de parole de la part de ces personnes? Avec les différents médias qui existent aujourd'hui, en comptant Internet, etc., on peut trouver de tout, absolument. Après, certainement que sur les chaînes les plus diffusées, les chaînes de télévision les plus diffusées, ça sera plutôt, j'imagine, une forme presque d'autocensure des humoristes qui vont pas aller ouvertement dans la grossièreté. Déjà, la grossièreté, la vulgarité, les gros mots sont interdits au cinéma, par exemple. Donc il y a des bips dans les films lorsqu'il y a des mots grossiers. C'est-à-dire que vous n'avez pas de bijard russe? Non, encore que la grossièreté, c'est quelque chose d'un petit peu différent, qui est un petit peu plus violent en russe que ça ne l'est en français, mais qui est malgré tout beaucoup pratiqué par certaines personnes assez favorisées sous un aspect un peu snob ou autre, on pourra avoir des grossièretés de ce type. Donc non, on a des comiques qui imitent Poutine et qui... il y a des sketchs très drôles d'ailleurs qu'on pourrait... Dommage, ils ne sont pas traduits, mais qu'on pourrait vous montrer. Donc il y a toujours un canal sur lequel on peut s'exprimer. Et compte tenu de l'étendue de la Russie et de l'ancien bloc soviétique et des républiques actuelles, est-ce qu'il y a finalement des différences effectivement entre l'Est, l'Ouest, le Sud, le Nord? Parce que bon, la France est un peu... C'est vrai, l'humour marseillais va pas forcément être le même que l'humour nordique, mais il reste malgré tout une unité assez forte, parce qu'on est un petit pays par rapport à la Russie. Et est-ce qu'on ressent ça, des différences liées peut-être à la culture? Il y a un humour, par exemple, spécifique dans le sud de la Russie, où il y a toujours eu des écrivains satiriques. C'est un humour particulier. À part ça, sinon le fait que les habitants du détroit de Bering, les Tchouktches, sont beaucoup moqués et sont sujets de tout un tas de blagues. C'est vos Belges à vous? Voilà, c'est des Belges. Même si à l'origine il y avait des raisons de volonté de russification plus facile en moquant des populations, mais il y a beaucoup de blagues autour des Tchouktches, par exemple. Alors, on voit vraiment que dans tous les pays, on a chacun son belge. On avait nos Belges suisses. Quand on va en Allemagne, c'est les Frisons qui s'en prennent. Chez les Frisons, je ne sais pas qui, mais voilà. On est toujours le Belge de quelqu'un, et les Belges, ils se moquent bien de nous aussi. Il suffit d'écouter par Jupiter. Donc voilà, on a fait le tour des 4 films. Déjà, rien que là, on voit qu'il y a quand même rien qu'avec 4 films, des sujets bien différents qui vont nous donner à réfléchir et à voir où on en est aujourd'hui. Maintenant, donc, il y a des films tout nouveaux qui sont aussi proposés. Aimez-les tous, et attention, Automobile en particulier, qui sont des films récents puisqu'ils datent
Non, que n'importe quoi. Il y en a un qui date de 2019, Aimez-les tous. Donc Aime-les tous, c'est un film qui va être en plus proposé pour la première fois en France, puisque c'est nous qui l'avons traduit. Ça se passe dans la société tout à fait contemporaine, dans des milieux plutôt favorisés. C'est pas forcément ce qu'on voit le plus au cinéma russe montré en France. Et, l'histoire d'une femme à différentes facettes, un jeu d'amour, d'argent, de manipulation assez dangereux, sans aucune morale. Mais un film, là encore, très efficace et plein de surprises. Là encore, donc du coup, on retrouve une femme qui a un rôle important dans le film, donc comme dans Divorçons. Voilà, donc c'est intéressant. Donc, et là aussi, sur les apparences qui sont trompeuses. Très trompeuse, tout à fait. Et dans les autres films récents, peut-être, on a, puisque il y a Dans le port du Cap, qui est un film assez atypique, un peu magique, qui mélange les époques, les périodes, etc., où on trouve un marin, un blanc-bec. On les suit à travers différentes époques. Ils se sont rencontrés à la fin de la guerre à Vladivostok en 1945. Ils pensent chacun avoir tué les deux autres, mais ce n'est pas le cas. Et on va les retrouver à différentes périodes, aussi bien en Afrique du Sud que sur les bords de la mer Noire, que dans la Russie européenne. Et un film assez jouissif à suivre, un peu tarabiscoté, mais très intéressant. Du coup, 45 jusqu'à nos jours, ça te permet de voir aussi un petit peu l'évolution de la Russie, différentes périodes, ou c'est plus différentes périodes ou différents secteurs géographiques, parce que vous avez cité différents secteurs géographiques. C'est surtout différents destins, différents personnages que l'on suit, avec des acteurs qui sont connus en Russie et qui sont de grande qualité. Oui, différentes périodes qui permettent de jouer sur les images, etc. Et différents lieux. Donc ça, c'est un film d'Alexandre Veledinsky. Oui, voilà, donc... c'est celui qui a fait le géographe qui a bu son globe, un film qui avait beaucoup plu et un film culte en Russie. Alors dans les films nouveaux, quand je dis nouveaux, qui sont tout récents, qui seront encore proposés, donc on a vu donc ces deux-là, avec les 4 ça faisait 6, mais il y en a encore quelques autres qui seront proposés, qui sont aussi des films assez récents. Living Afghanistan, parce que je me suis fait la réflexion sur le film. Alors déjà, Living Afghanistan, on peut imaginer de quoi ça parle. Donc on est en 88, le retrait des troupes soviétiques d'Afghanistan. Est-ce que l'Afghanistan, aujourd'hui, on a eu quelques films qu'on a déjà vus dans les autres sessions qui parlaient de l'après-guerre, etc. L'Afghanistan, on peut imaginer que c'est un peu le Vietnam russe, mais pourtant on n'a pas forcément l'impression qu'il y a une prise en compte. Alors, est-ce que c'est trop récent? Est-ce que c'est comme les Français par rapport à l'Algérie où on a eu beaucoup de mal à faire des films dessus? Est-ce que c'est un peu typique de l'Europe de ne pas pouvoir se retourner sur son passé comme les Américains le font? En tout cas, il n'y a pas forcément beaucoup de films qui parlent des périodes comme ça tragiques. Non. Et ce film d'ailleurs a suscité des réactions dans les deux sens, mais des critiques en Russie. C'est un thème qui est peu abordé. C'est le dernier film de Pavel Lounguin, donc beaucoup connaissent à travers, je sais pas, Taxi Blues, La Noce ou La Dame de Pique. Enfin, il a fait beaucoup de films qui ont une certaine résonance en France. Et là, il s'intéresse justement au départ. Oui, en gros, au départ des troupes soviétiques d'Afghanistan. Ça se passe en tout cas à la toute fin de la présence soviétique en Afghanistan. Et c'est pas du tout une vision héroïque du soldat. Comme on aime, il y a beaucoup de films de guerre en Russie, mais on aime surtout s'intéresser aux soldats héroïques. Et certains ont reproché justement à Pavel Lounguin de noircir leur mémoire, etc. Mais d'autres, au contraire, d'autres anciens d'Afghanistan l'ont remercié de montrer ce qu'était la réalité de cette présence en Afghanistan. Donc effectivement, la Russie, comme sans doute pour la guerre d'Algérie en France, a du mal à aborder ces points de vue-là d'un œil critique. C'est comme pour la Tchétchénie, il y a eu un film sur la Tchétchénie qui a été présenté, c'est aussi les deux territoires qui sont plus mordants pour vous. Oui, assez récent, oui. Ça, c'est l'actualité récente. Autrement, dans les films récents, on va présenter aussi Le Français, qui est un film d'un réalisateur très rare, Andrei Smirnov, qui a fait
Je crois que son dernier film était dans les années 70, la guerre de Biélorussie, qui avait eu beaucoup de succès. Il a décidé d'abandonner la réalisation parce qu'il y avait trop d'obstacles, trop de censure, de relecture, d'influences diverses et variées. Il a fait beaucoup l'acteur entre-temps. C'était lui qui interprétait le rôle principal, par exemple, dans Elena de Zviagintsev. Et là, on le retrouve avec un film qu'il réalise et qui s'intéresse aux années de Khrouchtchev, donc la fin des années 50, avec un jeune Français qui va faire des études à Moscou. C'est un prétexte pour lui pour aussi faire une enquête sur ses origines, et qui nous promène dans la culture officielle et officieuse de cette période en Russie. Un film en noir et blanc, très nouvelle vague par ses couleurs, etc. Très documenté et très beau. Donc un réalisateur rare dont on est content de montrer un film. Oui, ça c'est en fait 57, on va dire que c'est la belle période pour les communistes français, qui la Russie était vraiment montrée en exemple à l'époque. Oui, et justement tout n'est pas si rose dans le film. On voit aussi bien le KGB, les dissidents que les danseuses officielles, etc. Et c'est inspiré d'histoires vraies de grands spécialistes de la Russie d'aujourd'hui connus et qui ont raconté leurs souvenirs. Tous les autres sont plutôt des films qui nous parlent du présent, me semble-t-il, non ? Oui, à part si on veut soit évoquer des films de patrimoine parce qu'ils ont été tournés dans le passé, par le passé, soit d'un film jeunesse qu'on présente, Le Dernier Chevalier, qui nous ramène dans la Russie médiévale, puisque c'est la Russie des contes et des échos. Et donc Le Dernier Chevalier, qui est un film, mais effectivement on est dans le fantastique, si vous disiez, comédie familiale féerique. Donc c'est vraiment là, si on veut un peu plonger dans les histoires, dans les contes d'une partie de la Russie, c'est là qu'il faut venir. Voilà, on va retrouver tous les personnages caractéristiques des contes russes et des épopées russes. En russe, c'est le dernier bogatyr. Les bogatyrs, ce sont les pro-chevaliers des épopées médiévales. Donc on voit Baba Yaga, on voit l'esprit des marais, l'esprit des forêts, Kochaï l'immortel, enfin tous les personnages, Vassilissa la très belle, tous les personnages que peut-être les enfants français connaissent par certains contes, on va les retrouver ici avec l'histoire d'un personnage contemporain qui se trouve envoyé dans cette période et voilà, qui va jouer un peu le Ivan Dorachok, c'est Ivan le Simplet qu'on trouve souvent dans les contes russes, un personnage qui est naïf, paresseux mais qui, avec l'aide de forces extérieures, réussit à faire des choses extraordinaires. Donc un film très, très drôle qui devrait plaire aux enfants et aux adolescents. Autre film pour enfants, mais probablement aussi pour les adultes, La fabuleuse aventure à Oz, où alors là, en fin de compte, c'est une adaptation du livre d'Alexandre Volkov, qui s'est lui-même inspiré du roman de Lyman Frank Baum, Le magicien d'Oz. Est-ce qu'on peut comprendre un petit peu, démêler les chevaux? En réalité, Alexandre Volkov, quand il était plus jeune, a décidé, pour s'entraîner à l'anglais, de traduire Le magicien d'Oz. Et en faisant cette traduction, il a introduit de nouveaux épisodes, changé certains passages, etc. Et quelques 20 ans plus tard, je crois, il a écrit une suite avec 3 épisodes. Et ça, c'est une des suites au Magicien d'Oz, écrit par Alexandre Volkov, qui avait d'abord traduit Le Magicien d'Oz. Donc c'est russe comme histoire, mais inspiré bien sûr du Magicien d'Oz. Et c'est un dessin animé cette fois, donc qui peut être vu aussi par les très jeunes. Donc c'est bien, parce que là, ça va peut-être faire un peu, si ça fonctionne bien, peut-être que ça sera le futur nouveau Magicien d'Oz, en tout cas russe, par rapport au Magicien d'Oz aux États-Unis, parce que nous Français, on a du mal à comprendre comment ce Magicien d'Oz aux États-Unis a cette aura. Je ne sais pas, pour vous, en tant que russe, c'est quelque chose que vous connaissiez aussi ou pas? Oui, ce personnage est considéré par la plupart des Russes. Moi-même, je ne suis pas russe, mais je sais qu'il est très connu dans le Urfin Joyce, de son nom, dans les aventures russes. Un film un peu particulier, et c'est intéressant à double titre, par le sujet évoqué, et par la productrice qui est française et nantaise. Puisque c'est la maison Balibari, la productrice Estelle Robin-You, qui a produit le film La double vie, non pas de Véronique, mais La double vie, petite histoire de la sexualité en URSS. Alors, on va tous savoir tout ce qu'on avait voulu sur le sexe sans jamais oser le demander en Russie.
Voilà, et peut-être même les Russes vont apprendre des choses, ou les Soviétiques. Oui, tous les ans, on propose un documentaire, c'est celui qu'on a choisi cette année, qui nous fait suivre toute l'histoire de l'URSS depuis la Révolution jusqu'à la chute de l'URSS au travers du prisme de la sexualité. Donc c'est particulièrement intéressant comme sujet, avec des témoignages, des spécialistes, des scientifiques, etc. Des témoignages qui ne sont pas forcément représentants de tous les soviétiques à l'époque, mais ça a de quoi surprendre et réviser l'histoire de l'URSS en même temps. Oui, parce que là aussi, je parlais de l'époque soviétique où il y avait des choses, l'avortement était possible, donc on peut imaginer que la sexualité, il y avait en tout cas une avance par rapport à chez nous pendant longtemps. Est-ce que ça se retrouvait dans la manière d'être des gens ou pas, ou est-ce que finalement il y avait toujours des blocages culturels qui faisaient que c'était pas aussi ouvert que ça? En réalité, il y a eu une explosion de toutes les barrières au moment de la Révolution, mais très rapidement ça s'est refermé. Donc, vous verrez dans le film qu'au moment de la Révolution, il y a eu des extrêmes envisagés assez étonnants. Après, la morale est redevenue très prégnante. Et c'est pour ça que le film s'appelle La double vie, c'est qu'il y avait une vie officielle et la vraie vie sexuelle des soviétiques. Il y a une parole célèbre des années de la perestroïka d'une femme qui avait dit chez nous il n'y a pas de sexe. C'était lors d'une émission entre les États pendant la perestroïka, donc entre les États-Unis et l'URSS, qui rassemblait des femmes des deux côtés, une émission de télé où des femmes soviétiques communiquaient avec des femmes américaines, et une femme américaine disait mais chez nous il y a énormément de publicité liée au sexe, c'est très présent, est-ce que c'est le cas chez vous aussi? Et la pauvre soviétique a répondu le sexe il n'y en a pas chez nous, donc c'est resté célèbre. Donc il n'était pas visible en tout cas, absolument pas, jamais. Et beaucoup de films ont pu être considérés comme pornographiques, alors que c'est pas du tout le regard qu'on aurait eu ici sur ces films-là. Donc sans doute quelque chose de très intéressant à aller voir. On va peut-être se faire une petite pause musicale. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, Macha? Peut-être une chanson qui s'appelle Dans le port du Cap. En fait, c'est une chanson américaine yiddish, écrite en yiddish à l'origine des années 30 dans une comédie musicale qui a été très populaire un peu partout dans le monde dans les années 40 et reprise en URSS avec différentes paroles d'ailleurs. Et celles-ci ont été écrites par un lycéen sur cette musique qui était très populaire. Ça a donné le titre au film Dans le port du Cap et ça sert aussi de leitmotiv et ça a sans doute inspiré une partie du scénario du film. Жанета поправляла такелаж. Но прежде чем уйти в далекие пути, на берег был отпущен экипаж. Идут сутулятся, вливаясь в улицу, и клёши новые ласкает бриз. Идут они туда, где можно без труда достать себе и женщины вина, где все повенчано с вином и женщиной, где ласки нежные волнуют кровь. А ночью в этот порт ворвался теплоход, залитый серебром прожекторов. И вскоре, чуть рассвет, зашли в таверну Кэт 14 французских морячков. Бонжур, красавицы, нам очень нравится. Во имя Франции объявим клёв. Клёв, ребята!
было склянки отбивать. Но спор в Кейптауне решает Браунинг, и штофом грохнулся гигант француз. И кортики достав, забыв морской устав, они дрались, как 1000 чертей. Напрасно их ждала Жанетта до утра, скитальница саргассовых морей. Все ленты сорваны, тельняшки порваны, а клёши новые, как скалы. И больше не зайдут на каменный редут 14 французских морячков. Уйдут сюда без них, без волны чужих. Не будет их манить цвет маяков. Не будет цвет ласкать он морячков. Ну вот так примерно. Alors voilà, vous avez bien reconnu effectivement un morceau qu'on connaît bien sous d'autres latitudes avec d'autres langues. Revenons à nos moutons et plus exactement à nos gardiens, non pas de moutons mais gardiens des mondes par exemple. Oui. C'est un film qui est apparemment très particulier, fantastique, vraiment dans le fantastique là, Le Gardien des Mondes, qui est un film assez récent, 2018, qui est lié autour de quelqu'un qui devient, qui s'efface dans la mémoire. Voilà, un jeune homme qui se rend compte que plus personne ne le reconnaît, même pas son chien. Quand il rentre chez lui, il y a quelqu'un d'installé, que tout le monde est persuadé de devoir habiter là depuis longtemps. En fait, il a été effacé de la mémoire des gens parce qu'on le destine à autre chose, à faire le gardien des mondes. Et on va l'installer dans une tour qui donne accès à des différents mondes parallèles. Et en russe, le film s'appelle Le Brouillon. Donc on se demande lequel des mondes est le vrai, lesquels sont des brouillons, etc. Donc dans les mondes, effectivement, il conçoit particulièrement des jeux vidéo. Donc effectivement, quand on parle de mondes parallèles, etc., on est tout complètement dans l'image des mondes vidéo où en fait aujourd'hui, les jeunes ne savent plus toujours des fois faire la différence entre le monde réel et le monde virtuel. Oui, et il y a un aspect assez intéressant parce que ces différents mondes réinventés, c'est toujours des Moscou, mais un si l'empire tsariste avait continué jusqu'à aujourd'hui, l'autre si le régime communiste avait continué jusqu'à aujourd'hui. Donc ça donne en plus des images qui sont des images de synthèse bien évidemment, mais très impressionnantes et très réussies. Ça peut être très intéressant d'un point de vue historique et sociologique. C'est des fois il y a des auteurs, des écrivains qui s'amusent à ce genre de prospective. Oui. Donc ça fait partie des intérêts du film, tout à fait, pour moi. Alors, autre film qui s'appelle Why Don't You Just Die? Crève papa. Voilà. Alors déjà ça met le truc. Hein.
Ah oui, ça décoiffe aussi. C'est une comédie gore avec des acteurs. On espère bien avoir l'acteur principal, Alexandre Kuznetsov, qui joue dans 3 films qu'on aime-les tous. Celui-ci est Living Afghanistan, et qui raconte l'histoire d'un jeune homme qui débarque chez son beau-père, enfin chez le père de sa petite amie, avec un marteau caché derrière le dos. Et ce beau-père s'avère être un flic corrompu, etc. Et il a l'intention de le tuer, il a des bonnes raisons pour ça. Et ça va pas se passer simplement, le sang va gicler assez rapidement. Mais on rit beaucoup, malgré tout. Ah, tout à fait un film pour l'absurde séance de Jean Maurice. On en a touché 2 mots tout à l'heure. Là aussi, c'est un rapport avec, c'est pas Crève Papa, mais c'est Aide-moi Papa ou je sais pas quoi, ou Aide-moi les Van Gogh. On a vaguement parlé tout à l'heure. Oui, un film contemporain, lui aussi inédit, de Sergueï Livnev, qui s'intéresse au rapport entre un père et son fils. Alors le fils est déjà adulte, puisqu'il a une bonne cinquantaine. Le fils est un peintre plutôt raté. Le père est un musicien, un chef d'orchestre extrêmement connu, mais qui est en train de perdre la tête et ses moyens. Et c'est les rapports d'amour-haine entre ces 2 personnages. Donc un très beau film. Donc là, effectivement, on est sur le plus sur l'intime, on va dire là. On a 3 films récents. 3 films récents qui sont déjà sortis en France, mais que vous avez peut-être ratés et qu'on repropose, qui sont Factory de Yuri Boukov, qui raconte la prise d'otage d'un patron dans une usine dans la Russie contemporaine. Donc un sujet à la fois social, mais c'est aussi un thriller, c'est aussi un film noir et efficace, qui a été tourné dans une vraie usine à Moscou d'ailleurs, pendant la nuit, pendant que c'était pas occupé. Donc un sujet très universel. Délocalisation, c'est aussi des choses qui se passent en Russie, la délocalisation des usines. Oh oui, j'imagine, et puis les patrons, plus ou moins. Là, c'est simplement que le site n'est plus rentable, donc on le ferme. Voilà, une histoire d'un oligarque qui ne s'intéresse qu'à l'argent. Voilà. Dans les autres... Toute ressemblance avec des faits réels ne serait que fortuite. Voilà, autre film que l'on propose, c'est Une grande fille, Dilda en russe, qui avait été présenté à Cannes, un film de Kantemir Balagov, qui a été remarqué à Cannes comme pour son premier film, Tesnota, Une vie à l'étroit. Un très beau film tout en ocre et vert qui raconte l'histoire de 2 jeunes femmes au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale en URSS et qui cherchent à se reconstruire une vie. C'est vraiment un film très beau, très sensible. Et 3e film reproposé, c'est Give Me Liberty, qui est un film américain, mais dont le réalisateur est russe, et c'est un film très russe malgré tout, qui est à la fois en russe et en américain. Le jeune réalisateur, s'est inspiré de son expérience personnelle, d'un premier job qu'il a eu en arrivant aux États-Unis, où il était conducteur d'un minibus. Là, le personnage est conducteur d'un minibus pour handicapés, et il se laisse embarqué par la communauté russe dont il est issu, son grand-père qui perd un peu la tête et qui doit aller avec ses amis assez âgés qui chantent, qui crient à un enterrement. Il essaie de satisfaire tout le monde. Donc un film très humain sur les différences de couleurs, différences de culture, avec les handicapés, les non-handicapés, des acteurs professionnels, des acteurs non professionnels. Donc c'est un ovni, ce film, très, très réussi et très touchant. Comme ça, je ne sais pas si tu as fait le même style, ça me rappelle le film où quelqu'un qui a porté un cercueil pendant très longtemps à travers la Russie, ce qui était aussi une espèce d'ovni assez charmant, assez touchant en même temps et puis un peu délirant. Oui, et je ne retrouve pas le titre de ce film, mais je vois très bien, effectivement. Donc là, dans un style particulier. Oui. Donc là, on en est sur on a fini à peu près avec les films qui sont en fait des films assez récents. Hein. Et donc, comme d'habitude, comme tous les festivals d'Univers Ciné, et tous les festivals qu'il y a à Nantes, bon, il y a une petite partie patrimoine, parce qu'il ne faut pas oublier non plus le patrimoine. Et donc là, vous nous proposez au moins 3 films de patrimoine, oui. Que sont donc... Deux comédies d'Eldar Riazanov. Eldar Riazanov, c'est vraiment
le maître de la comédie soviétique, enfin un des 2 ou 3 maîtres de la comédie soviétique que tous les Russes connaissent, ils connaissent les répliques des films par cœur, etc. Les 2 films que l'on propose cette année sont Attention automobile, un film de 1966, et un autre qui est Les méandres du succès, qui est un film un petit peu moins connu de Riazanov. Et ces 2 films nous sont proposés dans le cadre du partenariat avec le festival parisien Quand les Russes, justement. Attention automobile, c'est un peu un Robin des Bois moderne. Voilà, c'est ça, avec des comédies soviétiques comme on les aime, des personnages un peu naïfs, au grand cœur, un peu grinçants par moments aussi, et de très 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 jolis films. Et le méandre d'un succès, c'est intéressant parce que on parle aussi de l'argent, peut-être la relation à l'argent déjà. Donc attention automobile, c'est un petit peu ça. On prend l'argent pour le donner à des plus pauvres. Et les méandres du succès, c'est aussi un problème de réflexion de l'argent. Qu'est-ce qu'on fait de quelque chose qu'on a gagné en empruntant de l'argent à quelqu'un d'autre? C'est donc, on est entre la question individualiste et la question collective. Oui, c'était assez osé en fait de faire ce film pendant la période soviétique, parce que ça montre tous les personnages dans le film ont un certain appât du gain, ce qui normalement est bien au-delà des considérations qui intéressent l'Homo soviéticus. Et puis c'est un film dans un style qu'on a souvent en Russie, c'est à l'intérieur du collectif, justement, et ça interroge justement la relation entre individu et collectif, à l'intérieur d'une entreprise, d'une société, d'un atelier de photos ici, et les relations entre les personnages, etc. Donc aussi une comédie à découvrir. Et ça reste complètement universel, parce qu'on peut imaginer des tas de scénarios là-dessus. On connaît plein d'histoires, des gens qui ont joué des loups qui payent des grille de l'auto ensemble, et en fait la grille de l'auto qui a été gagnée, c'est celui, il y en a un, oui, c'est moi qui ai mis les chiffres, donc c'est moi qui gagne, alors que le grille a été, voilà, c'est un peu ça la question aussi, hein. Oui, c'est un sujet tout à fait universel. Là, le personnage a joué individuellement, mais il a emprunté l'argent à la caisse de l'atelier pour jouer. Donc, à qui appartient vraiment ce gain? Mais on pourrait poser la question pour plein de choses. Là, on parle de l'auto, mais à qui appartient le gain qui vient d'une usine où tout le monde a travaillé? Bon, excusez-moi, je m'égare là peut-être. Un autre film, La Petite Vera. Voilà, et on va le proposer dans le cadre, sur chacun des 4 festivals Univers Ciné, comme vous savez certainement si vous êtes nantais que c'est les 100 ans du 14A cette année. Enfin, il y a un des films qu'on propose dans le cadre de cet anniversaire, un film qui a marqué l'histoire du cinéma, qui est passé forcément au 14A. Là, c'est le cas de La Petite Vera, un film de Vassili Pitchoul de 1988, si je ne me trompe pas, qui a été vraiment un film culte, qui a marqué la période de la perestroïka en Russie. Film culte pour certains, un film choquant pour d'autres, donc qui était quelque chose de très nouveau, à la fois par le ton qu'il employait, assez cru, par le sujet, il montrait la vraie vie des gens, mais sans l'embellir du tout, ce qui a été quand même beaucoup fait dans la période soviétique. Et c'est l'histoire d'une jeune fille rebelle, Vera, qui vit avec ses parents dans une petite ville industrielle sur les bords de la mer, qui, son père a tendance, c'est pas un alcoolique, mais il a tendance à boire comme sans doute beaucoup de Russes, et d'autres aussi font un petit peu trop. Sa mère qui est débordée par son travail et qui bien sûr pas du tout le temps de penser à elle, et Vera qui qui rencontre notamment un jeune homme qui a d'autres valeurs, d'autres ambitions, et qui se met à rêver à autre chose et qui est en rébellion contre ses parents. Ce film a vraiment marqué. Ceux qui y ont trouvé, à qui il a plu, y ont trouvé un écho à ce qu'ils vivaient éventuellement en réalité. On dit enfin un film qui parle vrai. Et d'autres ont été choqués. Et on considère souvent que c'est la première scène, pas vraiment de sexe, là encore par exemple, c'est pas de la pornographie, mais la scène assez explicite, assez crue, et ça alimente encore les conversations aujourd'hui. L'actrice d'ailleurs qui 30 ans après, si je compte bien, oui, joue dans Les Van Gogh, celle qui fait la petite Vera, a fait la couverture de Playboy, a été un sex symbole en Russie, a fait rêver toute une génération, et on lui parle encore aujourd'hui très souvent de cette scène comme si c'était la chose la plus importante du film, ce qui est bien sûr pas le cas. Voilà, on parle d'explicite, c'est ce qui est marqué dans le programme, donc vous dites bien
on voit une scène, mais c'est pas forcément ce qu'on peut voir dans un film de Gaspard Noé ou Bruno Dumont. C'est quand même pas explicite quand on dit, parce que ça peut prêter à confusion quand on dit vous utilisez le terme les scènes explicites. C'est pas du réalisme comme on a pu voir dans les films de récents en France. Non, il y a rien de choquant pour l'œil, mais c'est malgré tout très clair de ce qui se passe. Voilà, de ce qui se passe. Et est-ce que on peut dire que on est dans un film un peu comme on pourrait avoir en France ou en Belgique, des Frères Dardenne par exemple, dans le côté très social, très explicite de la situation des gens, ou est-ce que c'est encore un autre style? Pour moi, c'est encore un autre style, je trouve très russe dans son expression, dans ses cris, dans ses drames, dans ses sentiments qui sont portés vraiment à l'extrême. Non, je le trouve très russe, ce film, mais qui nous apprend encore des choses aujourd'hui. Donc, si on comprend bien, très russe, des fois, ça peut être évidemment d'exprimer beaucoup plus. Alors, on parle des fois des gens du Sud qui expriment beaucoup, mais les Russes aussi peuvent exprimer leurs sentiments de manière très, très véhémente, en fin de compte, et c'est ce qui peut éventuellement faire une patte un petit peu plus russe par rapport à des cinémas plus en retenue. Oui, je trouve souvent qu'on peut trouver des points communs entre le cinéma italien et le cinéma russe par moment. Les Russes pleurent, crient, rient, chantent, aiment, détestent avec excès ou à fond, comme on veut. C'est pas forcément de l'excès. Alors, on a bientôt terminé. Une dernière petite chose importante, parce qu'en plus, c'est une séance gratuite qui sera proposée des 4 courts-métrages. Oui, 4 courts-métrages en séance gratuite le dimanche aux alentours de 18h. 4 courts-métrages qui vous feront découvrir sur des tons extrêmement différents, entre lesquels on a trouvé un thème commun, c'est celui du passage à l'acte. Alors, ça peut être dans le domaine des sentiments, ça peut être beaucoup plus violent, ça peut être beaucoup plus anodin dans le domaine de la passion. Donc des choses très différentes, mais à découvrir. Un des courts-métrages qui s'appelle S est l'œuvre du réalisateur qu'on avait reçu l'année dernière pour le film Les Vacances du Président, Ilya Cherstobitov, une comédie qui était autour du personnage de Poutine notamment, donc qui nous propose ce court-métrage cette année. Pour les infos pratiques, évidemment les heures et tout ça, vous pouvez vous reporter au site d'Universiné. Oui, tout à fait, universiné-nantes.org, où vous tapez simplement Universiné Nantes, vous trouverez toutes les informations. Vous pouvez aussi nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram, pour être au courant de l'actualité. Macha Milliard, merci beaucoup, et puis à la prochaine. Voilà, à l'année prochaine, et merci beaucoup. Do svidania. Светят звезды просто во вселенной, как охуенно просто и просто охуенно. Звезды тронут весла и за лодкой пена, как охуенно просто. Просто охуенно, а ты распустишь косы.